hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va pas pire. On a eu quelques précisions de la Fédération autonome d'enseignement sur les revenus et l'absence de fonds de grève aussi. Ben oui, mais pas énormément. Hein? Il y a de l'argent qui s'en va aux syndicats locaux. Ben oui. Mais c'est quand même, tu sais, si chaque personne ou chaque professeur, ils sont 66 000, donne 1 400 $, il y a quand même ce montant-là qui est distribué à travers cette grosse machine-là. Là, 70 millions à peu près. Là. Qui doit bien huiler. Je veux dire, non, je trouve que c'est une bonne question. Et évidemment, c'est des organisations qui prétendent être démocratiques, les syndicats. On sait que des fois, bon, on a vu la FTQ Construction, c'était une démocratie des gros bras. Oui. Mais là, je dis pas ça pour la FAE, là, mais ça fait rien. Mais il y a des membres qui doivent poser des questions. Il y a des membres qui doivent poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de leur cotisation. Ouais. Surtout quand on se retrouve comme ça en grève. Puis, quelles sont leurs priorités, Antoine, tu sais, de contester la loi 21 devant les tribunaux? Est-ce que c'est une bonne façon de dépenser l'argent des membres de la FAE? C'est ça. Et de quelle manière ça a été pris, cette décision-là? On dit que ça a été pris en conseil fédératif. Est-ce qu'il y avait assez de monde? Est-ce qu'il y avait une sorte de quorum? Sûrement que le quorum était respecté, mais ça représente combien de personnes qui ont pris cette décision-là? Ou le quorum? Et pourquoi? Oui. Et pourquoi les autres syndicats d'enseignants n'ont pas pris la même décision? Ben oui. Hein? Parce qu'il y a juste la FAE, là. Alors, et puis combien? Ben moi, je l'ai demandé formellement au service des communications de la FAE. J'aimerais savoir le montant. Combien ça a coûté? Et Madame Mélanie Hubert, tantôt, elle semblait dire que ça représentait des frais assez importants. Ben oui. Hein? Je pensais qu'elle allait dire c'est rien, mais non. Oui, on va y arriver. On va y arriver. On va savoir combien et pourquoi les membres de la FAE n'ont pas de fonds de grève. Parce que c'est zéro puis une barre. Veux-tu passer ils ont peut-être des fonds d'aide pour ceux qui sont les plus mal pris? Ben, ceux qui sont sur les lignes de piquetage, ils reçoivent comme 70 piastres. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. La fin de mois arrive vite, là. J'ai déjà vu des syndicats qui étaient beaucoup plus blindés que ça en vue d'une grève. Oui. Québec solidaire, Antoine? Bien, c'est ça. Ils se réunissent en congrès à Gatineau. Congrès très important. Je pense qu'il faut parler de plusieurs défis de ce parti-là à l'aube d'une nouvelle étape parce que, évidemment, Manon Massé, hier, a posé ses dernières questions hier à l'Assemblée nationale comme co-porte-parole du parti. On peut écouter d'ailleurs un des meilleurs passages d'une de ces questions. La session de bail, là, ça a fait ses preuves, telle qu'elle est là, pas modifiée comme elle veut le modifier, là. C'est la session de bail telle qu'elle est depuis 50 ans, qui a passé à travers tous les tribunaux pour dire que cet outil-là permet de garder un coût du loyer bas. La ministre, elle comprend pas ça. Je comprends pas qu'elle comprenne pas ça, peut-être parce qu'elle l'a jamais vécu, mais moi, je vous le dis, je l'ai vécu, puis une chance que j'ai eu cet outil-là, parce que je me serais retrouvé dans la rue. Donc, dans cet extrait-là, je trouve que on voit là, la Manon Massé efficace, qui est capable de puiser aussi dans son expérience, qui ressemble à celle de ses électeurs, au fond. Des gens du communautaire, des gens qui revendiquent des droits pour les moins chanceux dans notre société. Puis là, autour de la session de bail, évidemment, il y a tout un combat qui est mené par Québec solidaire et, entre autres, par Manon Massé, qui dit qu'elle s'en est servie elle-même. Elle en a bénéficié de ce mécanisme-là qui existe et que la ministre Duranceau veut baliser parce qu'elle considère, elle, que les propriétaires, ils perdent beaucoup, puis que
si les gens veulent se lancer dans l'immobilier, ben qu'ils investissent. C'est juste moi, là, Antoine, mais il me semble que Mme Duranceau n'a pas les priorités à la bonne place. Là, on a une crise du logement. Là, on a besoin d'accès au logement, puis on ne l'entend pas là-dessus. Elle, si elle ne peut pas faire une pièce avec un loyer, ça ne l'intéresse pas. C'est une courtier immobilier. Ben, elle a fait ça toute sa vie. Elle a fait des flips. Elle veut juste voir de l'argent pour un besoin fondamental. Oui, puis elle porte le discours, je pense, des propriétaires. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu parles à des propriétaires, souvent, ils disent, coudonc, je veux-tu pouvoir faire de l'argent avec cet investissement-là? On a entendu aussi le président d'une association de propriétaires avec Éric Duhem venir appuyer la ministre Duranceau. Moi, j'ai assisté à la conférence de presse. C'était le genre de discours-là qui était véhiculé. Mais est-ce que c'est le problème numéro 1 dans le domaine du logement aujourd'hui? C'est ma question. Parce que leur discours, eux autres, c'est de dire il n'y a plus personne qui veut investir là-dedans. Parce que c'est finalement pas rentable à la fin. Puis des fois, souvent, en fait, ils disent tu peux même pas choisir la personne qui va habiter dans ta propriété. Ça, je comprends ça. Ça, Antoine, c'est des arguments des fois, il y a des bons arguments absolument à travers. Là. Oui. Mais pourquoi les propriétaires pensent ne pas faire assez d'argent? Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu explosion des prix. Pourquoi il y a eu explosion des prix? Est-ce que les courtiers immobiliers sont en partie responsables de l'explosion des prix? Je crois que oui. Absolument. Mme Duranceau et ses flips, puis son ami qu'elle a reçu en tant que ministre, elle l'a reçu à son bureau. Il me semble qu'il y a un conflit d'intérêts crapuleux, là. C'est crapuleux, là. Ça se peut pas. Il y a une enquête de la commissaire à l'éthique là-dessus, d'ailleurs. Ben, j'espère bien. Et revenons à Québec solidaire. Donc, gros congrès en fin de semaine. Ils sont pris avec une stagnation importante. Ils ont, grâce notamment à Manon Massé en 2018, là, cru considérablement. Ils sont passés à un caucus de 10 personnes. On n'était vraiment plus à l'époque d'Amir Kadir et de Françoise David. Mais j'entendais François Saillant tout à l'heure en entrevue avec Mario Dumont qui disait, c'est vrai qu'on a comme atteint une sorte de plafond. On n'arrive pas à percer ce plafond-là. La question lui a été posée, pourquoi? Il a dit, la pandémie. Ouh, la pandémie? La pandémie? Ah, la COVID Ça a longue. touché tous les partis, mais ça nous a touché particulièrement. Comment ça, la pandémie? Moi, je pense que non, tu sais, ça marche pas. Ils comprennent pas que, par exemple, en 2019, ils ont changé d'idée sur la laïcité. Ils essaient de promouvoir une sorte de souverainisme, je dirais, éthéré. Donc qui flotte un peu, sans nationalisme, un souverainisme sans nationalisme. Ouais. Multiculturaliste. Alors que le seul nationalisme qui semble être légitime à leurs yeux, c'est celui des Autochtones. Et quand, par exemple, hier, Manon Massé a parlé des Autochtones, elle vibrait, là. Et l'important, et je trouve, tu sais, c'est très légitime, là. Puis ils ont des combats à mener, effectivement. Mais en même temps, est-ce que quand ils parlent du Québec, ils vibrent tout autant? Non, ils vibrent pour une question, c'est celle de l'égalité. Effectivement, l'égalité là, au sein de ce qu'on appelle le territoire québécois, parce qu'ils veulent pas trop parler de nation. Et ça, c'est problématique parce que les gens, là, même s'ils n'aiment pas le nationalisme, souvent, ils acceptent qu'il existe une nation. Tu sais, quand comment dire, il appuie des athlètes aux Olympiques, mais il n'appuie pas n'importe quel athlète. Ils ressentent quelque chose quand c'est un athlète de chez eux. Donc, c'est gênant d'être québécois pour Québec solidaire. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est ça. Oui, exactement. Il y a comme citoyens du monde, puis soyons là, les meilleurs au monde en termes d'environnement. Ouais. Soyons les meilleurs au monde pour ce qui est de l'égalité. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'écart. Ouvrez les frontières, mais après, allez brailler parce qu'il y a une crise du logement. Bien, soyez cohérents un peu, là. Et ça, je trouve que dans la réponse de François Saillant, c'était complètement absent. Puis le changement d'idée sur la loi 21,
et sur la laïcité en général, c'est pas n'importe quoi. Là. Non, c'est toute une vision de la société. Le collectif pour la laïcité qui a été complètement dissous de façon un peu sauvage de la part de Québec solidaire. Puis là, changement d'idée, puis finalement, on est pour une laïcité qu'on dit ouverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, ils ont aussi... Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, grand défi à venir, là. Il y a un vote de confiance. Est-ce qu'il va avoir des résultats aussi mauvais que ceux d'Éric Duhaime, par exemple, au Parti conservateur, autour de 70 %? Pas très, très fort. 76 il y a d'autres chefs de parti qui ont quitté la chefferie quand ils ont obtenu ça. C'est toujours très paradoxal de voir un homme blanc à la tête d'un parti woke. Ça me fait toujours rire, ça. Autre défi, tu sais, on va voir qui va être choisi dans les trois... les trois... Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les trois candidates au co-porte-parole-là. Est-ce que ça va être Mme Labrie, Mme Rubin-Gazal ou Émilise Lessard-Terrien? Ce qui est certain, c'est qu'après, le parti va vouloir dire à M. Nadeau-Dubois, tasse-toi un petit peu parce qu'il faut que l'autre parle. Oh. Et si c'est une chef extra-parlementaire, comme Émilise Lessard-Terrien, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres défis. Moi, je me souviens très bien que, et là, parce que moi, j'ai couvert Québec solidaire dans les premières années, Françoise David, en 2008, quand Amir Kadir a été élu, j'avais trouvé un vieux rapport où Françoise David écrivait elle-même « Ça serait une catastrophe si lui était élu, puis pas moi. » Pour notre modèle à deux têtes, là. Et finalement, après, ils se sont comme fait à l'idée, puis ils ont dit, il va y avoir une chef extra-parlementaire qui va parcourir le Québec. Et je pense que c'est ça qu'ils vont être obligés de se dire si jamais Émilise Lessard-Terrien passe. Voyons tout ça. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine, Antoine. Bonne fin de semaine. Salut. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.